Alors, bonjour. Vous avez sûrement reconnu un jingle très familier, celui de Maxime Bernier. Et ce n'est pas pour rien, puisque nous avons en studio aujourd'hui avec nous M. Maxime Bernier, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. Bernier. Merci de l'invitation. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Frédéric Deroy, qui est toujours à mes côtés cette semaine. Et un peu comme on a fait il y a quelques semaines lors de la visite du préfet de la Haute-Gaspésie à Lune-Cormier, cette fois-ci, nous allons avoir Monsieur Bernier tout au long de notre émission. Donc, il agira un petit peu à titre de commentateur de l'actualité pour les premières nouvelles. Et ensuite, dans la deuxième portion de l'émission, on parlera plus en détail de votre candidature, de la course à la chefferie. Ça vous va comme ça? Parfait. Bon, alors on y va immédiatement. Alors, mon cher Frédéric, tu vas sans savoir que la semaine prochaine, il y aura enfin une rencontre entre les différentes directions régionales et les élus de Sainte-Anne-des-Monts et de la Haute-Gaspésie concernant l'érosion des berges et les mesures d'urgence à prendre pendant les tempêtes. On se rappellera que plusieurs tempêtes se sont abattues sur la Haute-Gaspésie, sur la route 132, spécialement entre Grande-Vallée et Sainte-Anne-des-Monts, ce qui a causé des bris assez importants et ce qui a même enclavé certains villages pendant quelques journées. Alors, on voit un petit peu qu'est-ce que ça donnait. On avait une route qui était détruite en grande partie. Et ça rendait les déplacements assez difficiles. Monsieur Bernier, je pense que vous avez justement eu l'occasion de prendre cette route-là. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'un gouvernement en général peut faire justement pour aider à contribuer à ce qu'on n'ait plus autant de problèmes que ça lorsqu'on se promène sur les... Bien, premièrement, je pense que le préfet a bien fait de réunir ces gens-là. Et comme vous le dites, il va y avoir une rencontre des ministères québécois parce que c'est surtout de juridiction provinciale. C'est sûr que le fédéral, lui, dans ses programmes d'infrastructure, a de l'argent disponible pour la réparation de routes comme ça. Et c'est sa façon de contribuer. Mais les priorités sont fixées par Québec et je suis certain que le gouvernement du Québec va prioriser cette route-là. Il n'y a pas de raison de ne pas prioriser et de faire les travaux le plus rapidement possible. Et ça amène également tout le sujet de l'érosion des berges. On voit que depuis les dernières années, la mer de plus en plus ne gèle pas au début de l'hiver et ce qui provoque justement beaucoup de bris. Donc j'imagine que c'est un autre sujet sur lequel il faut se pencher. On voit les changements climatiques peu à peu survenir et ça provoque des catastrophes un peu comme on a vu là qui ne se produisaient pas auparavant. Donc j'imagine qu'on doit se pencher là-dessus aussi. Là. Oui, les changements climatiques, vous le dites, le climat change. Le climat a toujours évolué. On a des périodes froides, on a des périodes plus chaudes de réchauffement. Et là, bien, on a une période de réchauffement et ça cause des dégâts. Donc, il faut qu'on puisse s'ajuster en conséquence. Et justement, suite à cette rencontre-là qui a relié avec les directions régionales, le préfet aura l'occasion de nous faire un petit point de presse. Alors, c'est la semaine prochaine qu'on saura un petit peu quelles sont les mesures d'urgence qui ont été mises en place concernant cette situation-là. Oui, parce que jusqu'à présent, on n'a pas de plan de match clair d'établi. C'est sûr que nous, en région comme ça, on a des impacts directs et ça touche peut-être un peu moins les préoccupations tout près des villes ou de Québec. Donc, des fois, on peut se sentir un peu éloigné. Et là, on a besoin de réponses parce que des gens qui sont pris dans le village à cause d'un bris de route, c'est quelque chose qui est particulier à notre région et qu'on va peut-être voir de plus en plus dans les années à venir. Donc, ça nous prend vraiment un bon plan de match pour pouvoir réagir quand il y a des bris de route. Mais on va peut-être être obligé aussi un jour de repenser le tracé de la 132 autour de la Gaspésie. Donc là, on aura besoin du fédéral à ce moment-là pour investir parce que là, on parle de beaucoup d'argent. Mais la situation ne pourra pas continuer comme ça parce que la route est trop près de la mer. Là. Donc, on avait parlé à l'époque d'une erreur historique de conception en disant que la route avait été bâtie beaucoup trop bas, premièrement, et ce qui pouvait justement provoquer... c'est suite à ça qu'on avait eu de l'enrochement, justement, entre Rivière-à-Claude et Marsouilles. Donc... Et dernièrement, en plus, on a vu dans des émissions comme Découverte que l'enrochement n'est pas nécessairement la meilleure solution pour contrer l'érosion des berges. Donc, on est pris avec un joyeux problème ici en Gaspésie. Ouais. Et toujours en Gaspésie, récemment, les députés libéraux Rémi Massé, Roger Kushner et Terry Duguid ont dévoilé le rapport sur l'examen des services à l'assurance-emploi, estimant qu'il est temps de revoir les normes. Les élus émettent 10 recommandations concrètes pour améliorer le service livré aux citoyens. C'était suite à une consultation publique. Alors, M. Bernier, on ne peut pas passer à côté, évidemment, de l'assurance-emploi. Votre prédécesseur, M. Harper, avait quand même causé beaucoup d'émoi
ici en Gaspésie sur le sujet de l'assurance-emploi. Si vous deviez devenir chef du parti demain matin, quelle serait votre vision par rapport à la réforme de l'assurance? Mais premièrement, on doit parler du passé. Vous avez raison de dire que l'assurance-emploi, nous, dans la dernière campagne électorale, nous a nui en tant que parti, surtout ici dans la région, parce que l'économie, elle est beaucoup saisonnière. On peut parler de l'agriculture, on peut parler de la foresterie, on peut parler de différents secteurs. Et à ce moment-là, bien, l'assurance-emploi était là justement pour permettre d'avoir un répit pour ces gens qui travaillent. On a fait une réforme majeure et cette réforme majeure-là était pour revenir à l'équilibre budgétaire. Et oui, il y a eu des changements dans la qualification pour se qualifier pour avoir l'assurance-emploi. On a demandé beaucoup plus de travail de la part des gens pour démontrer qu'ils étaient à recherche d'un emploi. On avait des critères comme à 100, 125 km, mais ces critères-là sont bons pour peut-être en ville ou près de Montréal ou quoi que ce soit. Ici, quelqu'un qui doit faire 100 km pour avoir un emploi et devait l'accepter. Ce 100 km-là, bien, c'est en voiture, c'est du gaz, il faut se trouver une gardienne. La réforme ne répondait pas aux besoins d'ici. Et malheureusement, pour nous, ça nous a coûté quelques sièges, j'imagine. Et là, bien, le gouvernement Trudeau fait des réformes après des consultations. Moi, je vais voir qu'est-ce qu'il y en est lorsqu'on arrivera avec la nouvelle réglementation à Ottawa. Puis on verra à ce moment-là comment je vais voter ou comment je vais me positionner par rapport à ça. Mais je suis conscient que les consultations étaient nécessaires. Et on a eu ici en Gaspésie, mais dans votre coin de pays, est-ce que l'assurance-emploi était un sujet qui touchait beaucoup? Moins important, mais ça a été touché. Oui, en campagne électorale, dans les débats qu'on faisait, c'était une question qui était là. Mais l'impact est moins grand qu'ici. J'avais un impact parce qu'en Beauce, on a beaucoup d'industries manufacturières. Les entrepreneurs exportent beaucoup aux États-Unis et donc moins d'industries saisonnières. Mais il y avait eu quand même un impact, mais moins majeur qu'ici en Gaspésie. À part la Gaspésie, est-ce qu'il y a eu d'autres régions au Canada où la réforme, justement, a causé plus de tort que prévu? Parce que c'est sûr qu'un point de vue fédéral, on met en place une mesure, mais il faut avoir des grandes lignes. Donc, c'est un pays qui est très grand, qui est très diversifié. Donc, mis à part la Gaspésie, est-ce qu'il y a eu d'autres régions qui ont eu des problèmes comme nous par rapport à la réforme? Bien, c'était plutôt les provinces maritimes aussi. Les provinces maritimes qui étaient frappées par ça, le Québec, un peu moins dans l'Ouest canadien, puisque, bon, l'industrie, l'économie a plus diversifié et puis c'est une économie moins saisonnière. Mais oui, comme vous avez vu, dans l'Est du pays, on n'a pas eu un député, là. Il y a 32 députés libéraux dans les provinces maritimes. Et ça a dû, comme autre chose, avoir un impact lors de la campagne électorale. Alors, sur ce, on passe immédiatement à notre prochaine nouvelle. Le scientifique d'origine capchatine, Christian Landry, docteur Christian Landry, vient d'obtenir une bourse de 250 000 $ du Conseil de recherche et sciences naturelles et en génie du Canada pour poursuivre ses recherches sur l'évolution des cellules. Alors, les recherches de Christian Landry sont considérées primordiales pour l'avancement de la science, puisqu'il est question de mutation et d'évolution cellulaire. Les travaux du docteur Landry partent de la prémisse de Darwin qui affirme que les espèces s'adaptent au fil du temps sous l'effet de la sélection naturelle. Alors, ce que Christian Landry tente de découvrir, c'est s'il est possible de prédire quel genre de changement pourraient subir les différentes espèces. Dans le cadre de ses travaux, le chercheur reproduit les circonstances de l'évolution en tentant d'y dégager des constantes qui pourraient donner des indicateurs sur la suite des choses, et les résultats de ses recherches pourraient notamment aider à comprendre comment les plantes, les microbes et les animaux s'adaptent à leur milieu, au changement climatique et à la pollution en modifiant leur mécanisme cellulaire. Ça semble bien complexe tout ça, mais de ce qu'on dit, c'est que M. Landry et les 5 autres lauréats de cette année sont des gens qui ont quand même une renommée pratiquement internationale au niveau de leur recherche et qu'on a bien hâte d'avoir les résultats de tout ça, justement, pour les répercussions que ça pourrait avoir sur la médecine. Monsieur Bernier, je serais porté à vous interpeller, non pas sur les changements cellulaires, mais justement sur tout ce qui tourne autour du financement de la recherche, ça et tout. Ça a été quelque chose qui, dans le passé, a été critiqué du précédent gouvernement conservateur. Quelle est votre vision là-dessus? Bien, on a essayé de faire en sorte que la recherche soit plus orientée vers la commercialisation et non vers la recherche de base.
pour s'assurer que les PME, les employeurs puissent avoir accès à cette recherche-là et se moderniser. Puis, parce qu'on s'aperçoit au Canada que la R&D, la recherche et développement dans les entreprises, c'est moins que dans d'autres pays. Les entrepreneurs canadiens dépensent moins en R&D que les entrepreneurs de d'autres pays. Et si on dépense moins en recherche et développement, bien normalement, en bout de ligne, on devient moins compétitif et on perd des emplois. Donc, on avait essayé d'ajuster ça vers plus la recherche qui va aller avec la commercialisation et un peu moins avec la recherche fondamentale. On voit que c'est de la recherche fondamentale, mais c'est quand même important parce que effectivement, ces cellules-là évoluent dans un milieu et ça peut être très utile aussi pour les humains parce qu'il y a une théorie qui dit que les cellules se développent c'est le milieu qui est le plus important. Donc, si le milieu est acide ou le milieu est oxygène, la cellule va se développer autrement. J'avais eu l'occasion d'assister à une conférence d'oncologues qui nous disaient pour le cancer, par exemple, que les cellules se développent lorsque notre milieu, à nous, en tant qu'être humain, est acide et non pas manque d'oxygène, mais on va développer des cellules cancéreuses. Et j'imagine que cette théorie-là va être plus analysée par le docteur. Ça va être intéressant. Mais avec du recul, de mettre peut-être trop d'œufs dans le panier de la recherche qui va servir à commercialiser quelque chose, est-ce que vous ne seriez pas tenté de rééquilibrer un peu la chose? Parce que des fois, de la recherche qui n'est pas destinée vraiment vers quelque chose qui va être commercialisable peut, en bout de ligne, donner quelque chose, puis par la bande, développer un nouveau produit, quelque chose du genre. Donc, votre vision vraiment par rapport à ça, la recherche et développement, et la science, etc. Il s'agit de trouver le juste équilibre. On a besoin de la recherche fondamentale, ça se fait beaucoup dans les universités, mais ce n'est pas nous, les politiciens, qui vont décider quelle recherche on va financer. Il y a un conseil, comme vous l'avez dit, le Conseil national de recherche au Canada, qui a les fonds et qui a la discrétion. Donc, eux décident où va la recherche, mais il faut qu'il y ait l'enveloppe globale intéressante pour pouvoir le faire. Moi, je pense qu'il y a eu un juste équilibre, puis peut-être qu'on devrait regarder ça encore dans les prochains mois. Et on poursuit avec la première édition de la soirée Hommage à la relève agricole de l'Association de la relève agricole de la Gaspésie. Ça s'est déroulé la semaine dernière à New Richmond au centre Adrien Gauvreau. Et une petite fille d'ici, Élise Lepage des Framboisiers Lepage à Sainte-Anne-des-Monts, qui est au nombre des récipiendaires de la soirée. L'événement, c'était l'opportunité de souligner le travail de la relève agricole de la région, spécialement pour les 16 à 39 ans. Et Mme Lepage a remporté le prix dans la catégorie, je l'ai ici. C'est pour la relève. La transmission, c'est ça, exactement. Elle reprenait la ferme de son père. La ferme de son père, M. Constant Lepage, des Framboisiers Lepage. Alors, félicitations à Élise Lepage qui se mérite ce premier prix de la relève agricole. Et dans quel secteur agricole? C'est-tu laitier ou... Elle, c'est les petits fruits, puis transformation aussi à partir de ces fruits. Donc, c'est une belle reprise parce qu'elle a ajouté beaucoup la transformation, parce que son père était plus aux premières transformations, la cueillette, etc. Donc, Élise a amené confiture, jus, etc. Et ces produits ont une très bonne qualité. Mais là, vous ouvrez la porte à la gestion de l'offre. Ici même, à Sainte-Anne-des-Monts, on a une ferme laitière. Donc, on a quelqu'un qui est directement relié à ça. Et bon, je disais un peu, donc vous avez affirmé, vous avez pris... c'est quand même courageux parce que c'est assez, en bon français, touché comme approche parce que au Québec, on tient quand même, je pense, à la gestion de l'offre. Et aux États-Unis ou en Europe, ils subventionnent d'une façon ou d'une autre aussi le secteur. Donc, de laisser tomber ça et d'ouvrir le marché, on ne se tire pas un peu dans le pied en faisant ça? Bien, vous avez raison de dire que la gestion de l'offre existe au Canada depuis plusieurs années. On est le dernier pays développé qui a un système de gestion de l'offre. Mais pour être bien clair, la gestion de l'offre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les producteurs fixent le niveau de production et doivent produire seulement pour le marché canadien et fixent le prix. Et c'est pour ça que je dis que c'est un cartel légal, parce que nous, les politiciens, depuis des années, on a approuvé ça. Et je dis, et les faits sont là, que les Québécois payent pour leurs œufs, leurs poulets et leur lait le double du prix de d'autres consommateurs. Les gens de l'UPA, les gens qui sont les producteurs sous gestion de l'offre, lorsque je leur dis qu'on paye le double du prix,
Ils peuvent arriver avec d'autres arguments, mais les gens savent tous qu'on impose des tarifs de 300% aux frontières pour le lait, le poulet et les œufs étrangers. Donc, ces produits-là ne peuvent pas rentrer au Canada parce qu'on impose des tarifs de 300%. Et on impose des tarifs de 300% pour permettre aux producteurs d'ici de fixer un prix artificiellement élevé. C'est pour ça qu'on paye le double du prix d'ailleurs. Mais pour moi, c'est comme une taxe régressive parce que les plus pauvres dépensent plus pour leur épicerie que les plus riches et c'est un impact, un transfert de richesse vers les plus pauvres, vers les producteurs sous gestion de l'offre. Il faut se rappeler qu'ils sont seulement 10% des producteurs agricoles au Canada. Les autres œuvrent dans un système de libre marché. Vous avez raison de le dire que c'est une genre de subvention, mais une subvention par les consommateurs. Si on abolit le système de gestion de l'offre, bien, ils n'auront plus ce privilège-là. Mais ils vont pouvoir, comme les 90% des autres producteurs agricoles, œuvrer dans un libre marché et avoir droit à l'assurance agricole comme les autres ont droit, si jamais ils en ont besoin. Donc, on va essayer de traiter tout le monde sur le même pied. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens produisent un bon produit, du lait de qualité, des œufs de qualité, du poulet de qualité. Je veux qu'ils soient capables de l'exporter dans d'autres pays. Et je pense que si on abolit la gestion de l'offre sur une période de 3 à 8 ans, en compensant les producteurs à la juste valeur pour leur quota, que ceux-ci vont pouvoir être compétitifs et avoir le temps d'investir dans leur entreprise pour avoir des économies d'échelle. Si on ne le fait pas, on va se le faire imposer par les Américains parce que vous voyez avec le président Trump aujourd'hui, il dit, et l'industrie laitière américaine veut qu'on rouvre l'entente de libre-échange, et c'était une promesse électorale du président Trump, qu'on rouvre l'entente de libre-échange et qu'on mette sur la table la gestion de l'offre. Moi, j'aime mieux qu'on le fasse au Canada, entre nous, qu'on règle ça comme il faut. Et oui, si M. Trump veut qu'on abolisse la gestion de l'offre, mais qu'on y pense au Canada, qu'on le fasse comme il faut. J'étais heureux de voir que l'ancien premier ministre, Brian Mulroney, a dit que c'est le temps d'abolir ça le week-end dernier, mais en donnant des compensations équitables aux producteurs. Puis c'est dans mon plan, c'est ce que je veux faire. Et je pense qu'on devrait le faire parce que si l'entente de libre-échange est rouverte, au moins on va pouvoir demander à M. Trump, bien, on veut avoir l'accès pour le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, comme vous le savez actuellement, puis c'est très important pour l'industrie ici, en Gaspésie, il va y avoir des représailles dans les mois qui s'en viennent. Là. Et la façon de régler ça, c'est d'être proactif et de dire on serait peut-être prêt à ouvrir la gestion de l'offre pour permettre que les produits américains viennent ici, si les produits américains respectent les normes de salubrité canadiennes. Et là-dessus, les producteurs laitiers, ils ont raison. Ils ont raison lorsqu'ils disent que nous, nos vaches, on n'a pas le droit de leur donner des hormones de croissance. Aux États-Unis, ils donnent des hormones de croissance aux vaches. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que si les Américains veulent exporter leur lait, qu'ils suivent les normes de salubrité canadiennes. Et ça, on a le droit de le faire. Et si jamais les Américains décident d'exporter leur lait, bien, il va falloir que ça soit du lait sans avec des vaches qui n'ont pas eu d'hormones de croissance. Et ça, maintenant, ça va être une concurrence équitable. C'est ça, parce que si on ouvre les marchés, il faut se battre à armes égales. C'est ça. Puis c'est ce que je leur dis. Puis on a l'exemple dans le bœuf. Le Canada exportait le bœuf aux pays asiatiques et les pays asiatiques ont dit, on a signé une entente de libre-échange. Ils ont dit, bien, parfait, le bœuf canadien peut rentrer ici, mais s'il n'y a pas d'hormones, les producteurs de bœuf canadiens ont été obligés de réorienter leur production, changer ça et faire en sorte que le bœuf n'ait plus d'hormones pour pouvoir rentrer dans le marché de ces pays-là. Ça va être la même chose pour les Américains. C'est tout à fait respecté dans les normes de commerce international qu'un pays ait des normes de salubrité et on doit respecter les normes de salubrité réglementaires du pays où on veut exporter. Fait que pour moi, je dis aux producteurs laitiers, puis aux producteurs d'œufs, aux producteurs de poulet, oui, le prix va baisser au prix mondial, les consommateurs canadiens vont en bénéficier. Nous, on va vous laisser un laps de temps pour vous ajuster. On va racheter vos quotas à un prix juste et on va obliger, puis c'est tout à fait normal, les producteurs de d'autres pays à suivre la réglementation canadienne ici, en ce qui concerne surtout les normes de salubrité. On risque pas de perdre des fermes ou avec... La disparition des fermes familiales, c'est un point de vue, l'UPA nous dit ça, qu'il y a eu une disparition de fermes familiales. Ils ont raison là-dessus. Depuis l'instauration de la gestion de l'offre, 85% des fermes familiales sont disparues. Et ça, c'est normal parce que c'est de la consolidation. Ça se fait dans tous les pays développés. Exemple, moi, en Beauce, je peux vous dire qu'à un village de Saint-Martin-de-Beauce, il y avait 20 ans 20 producteurs laitiers. Maintenant, il en reste 2. Mais ils se sont consolidés. Et même si on avait la gestion de l'offre, ça n'a pas empêché d'avoir une disparition des fermes familiales. 85% ont disparu.
Moi, ce que je dis, bien, maintenant il y en a des petits producteurs, ces petits producteurs-là vont peut-être être incapables de faire face à la concurrence. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'on va laisser le temps. Vous allez pouvoir vous réunir en coopérative volontaire, comme en Australie, où le plus gros producteur laitier en Australie est une coopérative. Donc, se mettre en coopérative et là, avoir des économies d'échelle. Mais la disparition, entre guillemets, de la ferme familiale, ça date de plus de 25 ans et c'est l'évolution qui fait ça. Et mais il va toujours avoir quand même une industrie laitière au Québec et au Canada. Et justement, la force des fermes, justement, en faisant des coopératives, on peut aller quand même chercher des prix compétitifs en ayant ce modèle-là. Là, pas... Oui, puis moi, je ne veux pas l'imposer. C'est les producteurs qui vont décider. Mais je veux ouvrir le débat. Et je suis le seul candidat à la chefferie du Parti conservateur et le seul élu à Ottawa, tout parti politique confondu, qui est prêt à défendre les consommateurs pour qu'on paie un prix plus bas et en même temps dire aux producteurs sous gestion de l'offre, on va faire ça de façon raisonnable, cette transition-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, les producteurs de gestion de l'offre n'aiment pas le discours de Maxime Bernier parce que c'est un discours, là, je leur dis, bien, vous allez perdre un privilège que vous avez, mais on va faire la transition de façon équitable et juste. Mais aussi, c'est un discours réaliste parce qu'on peut pas être le... Si la gestion de l'offre est un modèle qu'on devrait... Normalement, un modèle, c'est quelque chose qu'on veut imiter. Pourquoi les autres pays n'ont pas de système de gestion de l'offre et ont aboli leur système de gestion de l'offre? Ce n'est pas un modèle. On est le dernier pays à avoir ça. C'est un cartel et il faut s'assurer qu'il y ait plus de compétition. Et c'est la réalité. Puis des fois, la réalité, elle n'est pas plaisante à entendre pour les producteurs laitiers. Mais moi, ce que je leur dis, c'est qu'on va être là, puis on est mieux de regarder ça ensemble au lieu de se le faire imposer par l'extérieur. Et M. Bernier, restez avec nous. On passe à travers quelques petites nouvelles en rafale et on revient immédiatement après la pause pour parler plus en profondeur de cette course à la chefferie. Alors, un petit clin d'œil à la microbrasserie Le Malbar qui pourrait devenir un modèle à suivre en matière de développement durable et d'entreprise verte, puisque le Malbar s'apprête à débuter la 3e phase d'accompagnement qui lui permettra de développer de façon responsable et écologique, tout en réalisant des économies au niveau de son fonctionnement. Alors, on parle tout d'abord de l'achat d'un fermenteur double qui a été fait chez Inox Signature, donc une entreprise locale, permet d'augmenter la production de 40% tout en encourageant un autre commerce de la région. Alors, c'est tout ça qui entre dans le développement durable. Alors, ils entament une 3e année d'accompagnement et l'objectif un peu est d'avoir un éco-bâtiment qui serait un petit peu à l'image de ce qu'ils ont développé au cours des dernières années. Alors, chapeau à l'équipe du Malbar. Et on termine avec... le Paragliding Accuracy World Cup, qui est... Même accent que Mme Marois. quand même. Une compétition de parapentistes qui aura lieu à Mont-Saint-Pierre. Alors, c'est la 3e manche de cette coupe. Donc, la première avait lieu en Indonésie, la 2e en Serbie et la 3e ici à Mont-Saint-Pierre. Alors, on a réussi à venir à aller chercher quand même une centaine de parapentistes venus d'un petit peu partout à travers le monde pour cette 3e manche. Et ça coïncide quelques jours avant le 40e anniversaire de la fête du vol libre Mont-Saint-Pierre qui est reconnu comme... Quel bel addon. Oui. Mont-Saint-Pierre, comme on disait, qui est reconnu comme un village pour la pratique du parapente en raison des très hautes montagnes et la facilité d'accès. Alors, ça se tiendra du 21 au 23 juillet à Mont-Saint-Pierre. Alors, sur ce, on prend une courte pause et on revient plus en longueur et en profondeur avec M. Maxime Bernier. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Alors, nous sommes de retour à la Nouvelle-Haute-Gaspésie, toujours en compagnie de M. Maxime Bernier, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Alors, M. Bernier, si vous nous parlez un petit peu de la mécanique derrière cette course à la chefferie pour les néophytes en la matière, expliquez-nous, il y a combien de candidats, comment ça se déroule là? Bien, premièrement, on est 14 candidats. Et puis, il y a des débats qui se font un peu partout à travers le Canada. Il y avait un débat la semaine dernière à Halifax.
Pour moi, ma campagne, ça va très bien. Comme je disais, on est la campagne qui a ramassé le plus d'argent, $1 million à la fin du mois de décembre. On est en avance là-dessus et c'est important parce que c'est une campagne qui va nous coûter à peu près $1 800 000 qui va se terminer le 27 mai prochain. Et les gens, pour pouvoir voter, bien, ils doivent être membres du Parti conservateur du Canada. Ils peuvent aller sur mon site, maximebernier.com, et acheter une carte de membre pour 1 an à 15 $. Et là, ça va leur donner le droit de voter. Et pour voter, bien, ils peuvent le faire dans le confort de leur salon. Ils vont recevoir leur bulletin de vote par la poste et ils vont devoir seulement reposter leur bulletin de vote. Et le parti va organiser un rassemblement à Toronto le 26 et 27 mai prochain pour dévoiler le nouveau chef du parti. Moi, actuellement, bien, j'ai fait campagne partout à travers le Canada. On a des appuis assez forts en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario. Et maintenant, bien, je fais ma tournée du Québec, au Québec. Je suis là, je vais être au Québec pendant les 15 prochains jours. Je vais être sur la Côte-Nord la semaine prochaine. Donc, je fais toutes les régions du Québec parce que c'est important. Chaque comté vaut 100 points dans la course au leadership. Donc, les membres du comté votent. Et, exemple, si j'ai 80% des votes ici dans le comté, bien, j'ai 80 points. Et pour gagner, il y a 338 comtés au Canada, donc 33 800 points. Pour gagner, il faut la moitié plus 1, donc à peu près 17 000 points. Et au Québec, c'est important parce que 78 comtés au fédéral, donc 7 800 points. Donc chaque comté est égal à Calgary ou C'est ça qui est intéressant parce que dans les membres, il faut avouer qu'il y a plus de membres du Parti conservateur dans la région de Calgary. Dans un comté, ils peuvent être 5 000 membres. Dans un comté au Québec, on peut être peut-être seulement 800 membres ou 1000 membres. Mais les comtés ont le même pourcentage, les mêmes points. Donc, ça incite un candidat à se promener partout dans le Canada. Parce que s'il y a 80% des gens, des 2000 membres à Calgary votent pour Maxime Bernier, j'ai 80 points. Et la même chose ici en Gaspésie, si 90% des gens votent pour moi dans le comté, bien j'ai 90 points. Donc ça fait en sorte que les candidats doivent être présents partout. Et ça, c'est important parce qu'aussi, ça fait en sorte que les candidats, et ça, je pense que les gens du parti le réalisent, doivent être bilingues pour être capables de rejoindre les francophones à l'extérieur du Québec et les francophones au Québec. Et il y a des candidats comme M. O'Leary, Kevin O'Leary ou Kelly Leach qui ne parlent pas un mot français. Ça va être difficile pour eux. Et d'ailleurs, ils ne font pas de tournée au Québec. Donc, moi, j'ai un avantage majeur de pouvoir m'adresser aux anglophones dans leur langue et aux Québécois, aux francophones dans leur langue. Ici, au Québec, c'est pratiquement vous et M. Blaney. C'est ça. Au Québec, là, c'est à peu près moi, M. Blaney, et jusqu'à date, M. Blaney a moins d'appui au Canada anglais. Les chiffres le démontrent. On regarde seulement les chiffres de donation. Nous, on a eu les dons les plus... la campagne qui a reçu le plus de dons en bas de 100 $. On a eu plus de 4500 personnes à travers le Canada qui donnent. Donc, les idées que je prône dans cette course au leadership-là, de liberté, de responsabilité individuelle, d'équité et de respect, c'est les 4 thèmes de la campagne, sont très populaires au Québec comme à l'extérieur du Québec. Et toutes nos prises de position sont basées là-dessus, comme la gestion de l'offre. C'est pas équitable, c'est pas juste que les Québécois payent le double du prix. Il doit y avoir une formule pour faire en sorte que ça soit plus équitable pour les Québécois et pour les producteurs laitiers. C'est pour ça qu'on prône l'abolition de la gestion de l'offre. Exemple, les subventions de grandes entreprises. Donner des subventions à Bombardier et à GM, c'est les petits entrepreneurs d'ici qui sont forcés à payer des taxes pour donner de l'argent à des grandes entreprises multinationales, multimillionnaires comme GM ou Bombardier. Moi, dans ma campagne, je suis le seul candidat qui veut abolir les subventions aux grandes entreprises et prendre cet argent-là pour diminuer les taxes et les impôts de tous les entrepreneurs au Canada et arrêter de forcer les petits entrepreneurs de payer pour les grands. Parce que je suis sûr qu'un commerce ici ne recevra jamais une subvention de 400 millions de dollars comme Bombardier va recevoir là, dans les prochaines semaines. Et Bombardier, c'est une très bonne compagnie. Ils sont capables d'œuvrer en baissant les taxes de toutes les entreprises, mais Bombardier aussi va bénéficier parce qu'il va payer moins d'impôts et ça va être une politique qui est équitable. Donc, on a une plateforme qui est vraiment basée sur des réformes audacieuses que les gens du Parti conservateur apprécient et c'est ça, en fait, qui fait en sorte que jusqu'à date, dans la campagne, ça va très bien pour notre campagne. Et M. Bernier, lorsqu'on est en bonne compagnie, le temps file tellement rapidement. On est déjà à notre mot de la fin. Alors, peut-être en quelques secondes, si les gens veulent en savoir plus sur la campagne
ligne, on peut se diriger notamment sur votre site web. Oui, maximebernier.com, maximebernier.com. Les gens peuvent aller voir toutes les politiques. Et surtout, moi, ce que je fais, c'est que je fais ma tournée du Québec. Puis les gens qui aiment les idées, ils peuvent aller sur mon site. S'ils veulent vraiment m'aider, la façon de m'aider, c'est de devenir membre, payer 15 $. Ils peuvent le faire sur mon site maximebernier.com et voter pour le prochain chef du Parti conservateur. Et j'espère bien avoir leur appui. Alors, M. Bernier, merci infiniment d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter une bonne fin de tournée gaspésienne et québécoise. Merci. Et on va suivre les résultats avec grand intérêt au mois de mai. Merci beaucoup, M. Bernier. C'est moi qui vous remercie. Merci, bonne journée. Alors, Frédéric, Oui. c'est ce qui m'a fait à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Nouvelles Haute-Gaspésie. Merci et bonne semaine.